Quelles vont être les conséquences de la catastrophe de Fukushima sur le développement du nucléaire et le prix de l'énergie dans le monde? Le cours du baril de pétrole a dépassé 110 $ et se rapproche du record de l'été 2008. C'est un nouveau choc pétrolier, un choc qui ne s'explique pas seulement par les événements dans les pays arabes. Alors que le prix du baril était de 20 $ début 2002, en tendance qu'on fait la moyenne sur les dernières années, il a pris 10 $ de plus chaque année. Pour voir plus clair sur les enjeux énergétiques après Fukushima, Xerfi Canal a invité Jean-Marie Chevalier. Jean-Marie Chevalier collabore au Centre géopolitique de l'énergie et des matières premières et il est membre du Conseil d'analyse économique. Jean-Marie Chevalier, bonjour. Bonjour. Alors, après Fukushima, qu'est-ce qui va se passer au Japon? On parle de la fermeture de 11 des 55 réacteurs japonais. Alors, les Japonais n'avaient pas tellement de ressources internes en énergie, ils importaient la totalité de leurs besoins, donc ils ont eu recours au nucléaire comme énergie domestique, mais la part du nucléaire n'est pas aussi forte qu'en France. C'est combien la part du nucléaire? Le nucléaire compte pour 11% au Japon dans le bilan énergétique, alors qu'il compte plus de 40% en France. Et pour la production d'électricité, en France, on dépend à 75% du nucléaire. Au Japon, ils en dépendent à 30% à peu près. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va y avoir un déficit d'électricité gigantesque. Comment peuvent-ils le combler? Déficit qui est urgent. Alors, en état d'urgence. Il y a de l'urgence et il y a du moyen terme. Bon, dans l'urgence, on peut demander aux habitants et aux consommateurs d'avoir des consommations plus raisonnables. Et je pense qu'ils n'échapperont pas cet été, au moment des grandes chaleurs et de la climatisation, à des demandes politiques en disant essayez de consommer moins. Ensuite, ils vont pousser à fond leurs centrales à charbon et à gaz. Ils ont des réserves de ce côté-là, il y a des réserves. Alors, charbon, ils trouveront sur le marché des quantités de charbon disponibles. Je ne sais pas quelle est leur capacité, de combien peuvent-ils pousser leurs centrales au charbon par rapport à ce qu'elles fonctionnent à l'heure actuelle. Même chose pour le gaz, il va falloir trouver des quantités de gaz, et comme il y a une espèce de bulle gazière dans le monde, ils devraient trouver. Mais ceci va amener des tensions sur les prix. Voilà, donc ça va peser sur le cours du gaz dans le monde. Alors, ça risque de peser sur le cours du gaz et ça va peser sur le cours du gaz dans le monde. Et puis on envisage aussi, les Russes pourraient construire un câble sous-marin, ça se construit rapidement, pour envoyer de l'électricité aux Japonais. À partir de la Corée, c'est peut-être possible aussi, donc il y a différentes mesures. C'est possible techniquement sous quel délai? Parce que Pierre Gadonex, que nous avons interviewé ici, avait quelques doutes sur la possibilité de poser ce câble. Écoutez, tout dépend de la capacité des fabricants de câbles. Dont les carnets de commandes sont assez pleins maintenant. Et donc, les Russes ont des centrales. Comment? Les Russes ont des centrales à proximité. Ont des centrales à proximité, mais bon, installer un câble avec la quantité d'électricité disponible, c'est quand même, ça se fait pas en moins de 1 an et demi, je dirais. Hein. C'est pas immédiat comme solution. Donc, ça va être compliqué pour essayer de donner à l'économie japonaise les kilowattheures nécessaires pour la faire fonctionner. Et ça se fera probablement à un coût plus élevé. Donc, probablement, ça va peser sur les cours du gaz dans le monde. On va être amené à en reparler. Et pour l'économie japonaise, un ralentissement tant sur le plan de la consommation, je ne parle pas simplement de la consommation énergétique, mais de la consommation des ménages, et probablement des freins à la production au Japon. Oui, il n'y a pas de doute que... Donc des effets en chaîne sur l'économie mondiale. L'effet du tsunami et de l'accident nucléaire, il y a deux temps. Dans un premier temps, c'est un coût énorme pour l'économie japonaise. Puis dans un deuxième temps, il y aura la reconstruction de tout ce qui a été détruit, où ça, c'est un élément positif pour une croissance future. Mais quel va être le délai 2 ans peut-être avant qu'on passe au mouvement positif. Alors ça, c'est la réaction d'urgence qui est possible. À plus long terme, que vont faire les Japonais? Est-ce que déjà politiquement, culturellement, le nucléaire va être acceptable? Parce qu'ils ont 55 réacteurs. Alors, dans un premier temps, on va réviser toutes les normes de sécurité. Et dans la révision des normes, il y a plusieurs choses. Il y a les normes techniques. Puis 2, il y a la capacité institutionnelle de l'autorité, d'abord d'être indépendante des pouvoirs politiques et de l'industrie nucléaire, et 2, d'avoir les informations nécessaires, et 3, de faire en sorte que les recommandations de l'autorité soient appliquées par les industriels. Donc cet accident de Fukushima pose un problème de nature de la régulation, par rapport à une industrie quand même très spécifique.
Et ça, c'est très important. Alors, dans un deuxième temps, ils vont passer en revue toutes leurs centrales. C'est possible que certaines soient fermées. Ça dépendra de l'autorité de régulation. Et est-ce qu'ils peuvent en construire d'autres? Là, j'aurais tendance à dire non. J'ai vu que dans certaines centrales, on va élever le mur de protection pour résister à des tsunamis plus forts. Mais il va y avoir clairement, à mon avis, une opposition à la construction de nouvelles centrales. Donc, pour s'en tirer, il faut plus de gaz, plus d'efficacité énergétique, plus de solaire et de renouvelables. Donc, problème au Japon. On a rapidement évoqué les conséquences en chaîne au niveau économique, mais conséquences sur le nucléaire dans le monde. Là, il y a un effet psychologique et politique qui va être fantastique. Alors, bon, évidemment, il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a un émotionnel qui se comprend parce qu'on assiste à des phénomènes qui n'existent pas dans d'autres industries. Première chose, c'est un appel à revoir dans tous les pays qui ont du nucléaire les normes de sécurité. Et ça revient sur ce que je disais sur le Japon, non seulement les normes techniques, mais l'implémentation de ces normes. Et avec une réflexion globale qui s'impose, d'ailleurs l'Agence pour l'énergie atomique a appelé à une conférence en juin, cette agence pour l'instant n'a pas beaucoup de pouvoir, je pense que ce serait utile qu'on aille dans le sens d'une régulation internationale de la sécurité nucléaire. Et ça veut dire qu'on ne triche pas avec la sécurité, et il faut éviter à tout prix que le nucléaire se développe sous le type low cost, du nucléaire low cost où on abaisse le prix pour avoir moins de sécurité, et que par ailleurs, il y ait une espèce de supervision internationale sur les appels d'offres, et le fait que quand il y a un appel d'offres et une construction centrale, le pays soit préparé sur le plan de la sécurité, du contrôle et donc de l'encadrement spécifique du nucléaire. Mais alors, supervision, ça veut dire que qu'une agence internationale peut aller contrôler les centrales dans un autre pays. Ce serait souhaitable. Y compris en Chine. C'est pas le cas à l'heure actuelle. Y compris en Chine, en Iran. En Chine et aux États-Unis. Politiquement, alors, ça va être difficile. C'est comme difficile à mettre en œuvre politiquement. Oui, sauf qu'il y a une attente des populations partout dans le monde qui est quand même très très forte. Enfin, on rigole pas avec l'industrie nucléaire. Alors ensuite, l'effet va être différent dans les différents pays. Donc chacun va remettre en question ses normes de sécurité. Certains pays vont arrêter les programmes qu'ils avaient. Moi, je pense à l'Italie. L'Italie qui est un pays sismique. Berlusconi voulait relancer Il n'y a pas de centrale. Il n'y a pas de centrale en Italie. Non, puisqu'il y a eu un référendum en 87 qui a dit non au nucléaire. Donc on avait commencé à construire une centrale et puis on a arrêté. Alors, Berlusconi avait relancé l'idée du nucléaire parce que l'Italie est quand même très coincée en important toute son énergie de l'extérieur, y compris une partie de son électricité. Alors, et ça, je pense que le nucléaire ne va pas redémarrer en Italie parce que les populations vont s'y opposer farouchement. L'un des cas les plus intéressants, c'est le cas du Royaume-Uni. Parce qu'au Royaume-Uni, d'abord, c'est le premier pays qui a sonné, qui a tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences dramatiques du réchauffement climatique. Et donc, les Britanniques sont très volontaristes politiquement pour construire un système énergétique moins intense en carbone. Et il y a eu une discussion qui a été ouverte en décembre, un grand débat qui vient de se terminer. L'idée des Britanniques, c'est de mettre en place des systèmes avec notamment un prix minimum du carbone pour encourager le développement à la fois de l'éolien, du renouvelable et du nucléaire. Alors, est-ce que cette orientation britannique va être freinée par Fukushima? Je ne sais pas. On ne sait pas encore. Mais je pense que non. Parce que, d'abord, les Britanniques sont des gens qui sont évidemment très, très, très sensibles aux problèmes de sécurité. Et deuxièmement, ils ont un parc électrique vieillissant. Il va falloir fermer des centrales. On ne pourra pas les prolonger comme on le fait en France. Qu'on espérait remplacer. Et donc, il faut les remplacer. Alors, pour les remplacer, c'est ou bien du gaz, ou bien du charbon propre. Mais le charbon propre, c'est très coûteux. Ou bien du nucléaire. Et donc, il y avait cette idée du gouvernement britannique de vouloir relancer le nucléaire. Et du côté de l'Allemagne aussi, un risque de gel des programmes l'Allemagne, à mon avis, le renforcement des Verts va entraîner une sortie progressive du nucléaire. À quel rythme? Il est encore trop tôt pour le dire. Qui risque de peser aussi sur le prix du gaz. Qui va peser sur le prix du gaz, mais avec des délais. C'est-à-dire que on ne sait pas encore quel est le calendrier de fermeture des centrales nucléaires allemandes. Est-ce que la décision de Merkel
de suspendre provisoirement les prolongations de durée de vie va être maintenue ou pas, c'est pas clair. L'Allemagne est quand même dans une situation énergétique très, très, très difficile parce que entre du charbon, qui est quand même en grande partie sale et subventionné en plus, un nucléaire contre lequel la population est hostile, du gaz russe, sachant que la Russie est le grand fournisseur de l'Allemagne, et que tout ceci va probablement entraîner des augmentations de prix importantes de l'électricité en Allemagne. Et la grande inconnue dans leur plan où ils voudraient que l'électricité vienne essentiellement du renouvelable et un peu... Demande d'électricité en Allemagne, dont une partie est importée de France d'ailleurs, du nucléaire français. Oui, mais ils peuvent arriver à la limite à importer du nucléaire de Russie, d'Ukraine ou de France. Mais pas en fabriquer sur leur territoire. Pas tout à fait conforme à l'orientation générale. Alors vous avez évoqué tout à l'heure, en passant, les centrales low cost. Est-ce que les événements ne peuvent pas déboucher aussi sur des modèles de centrales beaucoup plus sophistiqués et beaucoup plus sûrs ? Alors pour l'instant, la centrale la plus sophistiquée qu'on ait, c'est probablement l'EPR, qui est proposé par les Français. Et donc il y a 2 EPR en construction en Chine, il y en a un en Finlande et il y en a un en France, avec des dérives de coûts qui sont un petit peu embêtantes, mais qui sont en grande partie liées à ces systèmes de sécurité. Mais on est encore au niveau pas des prototypes, mais ce sont les toutes premières. On peut imaginer que ces problèmes vont être maîtrisés par la suite. Alors, on a le chantier de Finlande qui a connu beaucoup d'avatars, avec une dérive des coûts très préoccupante, puisque pratiquement le coût de la centrale a doublé par rapport aux estimations initiales. Les chantiers chinois marchent bien, avec une main-d'œuvre à la fois compétente et pas chère, et qui tourne en équipe de 3-8. Je pense quand même que c'est le PR finlandais qui va démarrer en premier, mais suivi de très près par un réacteur chinois. Et quand ces machines vont tourner, on va évaluer un petit peu leur performance et la façon dont ils peuvent produire de l'électricité à un prix acceptable et dans des conditions de sécurité acceptables. J'ai vu que M. Lacoste, qui est donc le patron de l'autorité nucléaire française, a émis quelques doutes sur Flamanville, où il faudrait peut-être revoir quelques systèmes de sécurité. Donc ce sont des processus très, très compliqués, très lourds, et donc très coûteux finalement. Alors, après Tchernobyl, on a assisté à une très longue période de quasi-gel du nucléaire. On était dans une période de redémarrage du nucléaire, domaine dans lequel la France a une carte à jouer, on y reviendra. Et on risque de tout stopper, ça c'est le grand risque. Est-ce qu'on peut se passer dans le monde du nucléaire aujourd'hui, alors que 50% de l'énergie, je crois, maintenant est consommée dans les pays hors OCDE? Oui, alors, il y a 15 jours, j'aurais dit une bonne combinaison, c'est nucléaire et renouvelable. Bon. Mais en même temps, je dis que le nucléaire ne change pas le paysage. Et qu'en tout état de cause, le nucléaire n'est pas la réponse à une situation aggravante sur le plan du réchauffement climatique. J'ai toujours l'exemple de la Chine. La Chine, et Fukushima ne va pas changer grand-chose à mon avis. La Chine va construire 20 ou 30 centrales nucléaires dans les 20 ans qui viennent. C'est l'avantage des régimes non démocratiques, de pouvoir prendre ce genre de décision. C'est vrai, absolument. Absolument. Mais si je regarde le bilan énergétique chinois, dans lequel le charbon pèse pour 66% à l'heure actuelle, la vingtaine ou la trentaine de centrales nucléaires vont construire les Chinois, vont faire passer la part du nucléaire de 1,5 à 3%. Ça reste tout Donc petit. le paysage n'est pas bouleversé par le nucléaire et dans aucun endroit du monde. Et par ailleurs, dans les pays les plus nucléarisés comme la France, on a trop de nucléaire par rapport à nos besoins. Il faut diversifier davantage notre mix énergétique parce que nous avons créé une dépendance technologique très forte vis-à-vis d'une seule technologie qui est le nucléaire. Donc, diversité. Alors, si on voit les conséquences en chaîne sur les autres sources d'énergie, oui. On constate que le prix du baril de pétrole n'a pas arrêté d'augmenter. Lorsqu'on regarde au-delà des fluctuations conjoncturelles, la crise 2008, etc., on a gagné grosso modo $10 par an. Aujourd'hui même, on est à $117 le baril. Donc Fukushima, les événements dans les pays arabes, mais pas seulement. Il y a quand même une tendance lourde au-delà de toutes ces fluctuations, à l'augmentation du prix du pétrole et du gaz.
Alors, si vous voulez, votre séquence de 10 $ chaque année, il faut quand même un peu la décomposer, parce qu'il y a eu la période 99-2003, où la stratégie de l'OPEP, c'était une fourchette de 22-28. 22-28 $, et ils ont assez bien joué ils ont le assez coup. Bien tenu, oui. Ils mettaient sur le marché les barils manquants, etc. Même en 2003, qui a été une année épouvantable avec le Nigeria, le Venezuela et l'Irak, l'invasion de l'Irak. Ça a marché. Puis tout d'un coup, à partir de 2004, la demande de pétrole, entraînée par une croissance de 4% au niveau mondial, fait qu'il a fallu tirer, et ça a monté vers les prix à la hausse, et ça n'a pas provoqué ce que redoutait l'OPEP, de casser la croissance mondiale. La croissance mondiale a continué avec des prix du pétrole qui dérivaient 40, 50, 60, 70, 80. Jusqu'en 2008. Alors ensuite, on a ce qu'on appelle le troisième choc pétrolier de juillet 2008, 148 $. Bon, là... Avec des phénomènes spéculatifs que vous aviez analysés, d'ailleurs. Absolument. J'ai bien regardé ce problème que m'avait demandé Mme Lagarde. Et manifestement, la sphère financière a joué un rôle pour booster le prix du pétrole à 148. Et il est avec des effets d'annonce sur les marchés, d'ailleurs, voilà, on se souvient très absolument. Bien. Et alors, 148, à ce moment-là, précisément, il y a deux choses. Il y a d'une part une correction qui s'opère, correction financière, et puis alors la crise économique qui est là, et donc qui détruit complètement la demande de pétrole. Il n'y a plus de demande de pétrole. Enfin, il n'y a plus... Et donc qui s'effondre à l'automne 2008 voilà, à une rapidité... Le prix s'effondre à 30 $ à peu près. Et puis ensuite, bon, je ne dis pas que la croissance redémarre, mais il y a une espèce d'organisation, et les pays de l'OPEP disent, nous, on aimerait bien un prix vers 80. Donc effectivement, ça remonte vers 80 $, ça se stabilise un peu, et puis ensuite, on est dans une espèce de mouvement 2010 et 2011, où il y a à la fois le mélange, à mon avis, d'une espèce de tendance lourde à la montée du prix, doublée de fluctuations et de volatilité, parce que les marchés sont extrêmement nerveux, et donc une nouvelle climatique, politique, météorologique, etc., fait bondir le prix. Et c'est intéressant de voir que l'affaire libyenne a amené à ce que le prix du Brent augmente plus que le prix du West Texas Intermediate, parce que le brut libyen est un brut léger, de bonne qualité, qui manque sur le marché mondial, et que les Saoudiens ne peuvent pas tellement compenser, parce que eux, c'est du brut lourd. Alors, à cette tendance lourde de la montée du prix du pétrole, s'ajoutent aussi des phénomènes spéculatifs, puisque le pétrole, comme les matières premières, sont un actif où on place des liquidités. Absolument, absolument. Et vous avez notamment des comportements purement spéculatifs, et puis beaucoup de comportements d'arbitrage où les financiers sont capables de déceler en quelques secondes qu'il y a une différence de prix dont ils peuvent bénéficier sans prendre de risque. Hein, c'est toute l'activité d'arbitrage. Il y a même maintenant des ordres d'achat ou de vente de produits pétroliers financiers où, si l'ordre n'est pas exécuté dans la seconde qui vient, il est annulé. Ce qui est quand même assez... et pour nous, économistes, on est quand même un peu effrayés par la montée de cette sphère financière. Et des groupes pétroliers dont on ne sait plus toujours si sur le pétrole, ils sont sur l'économie réelle ou l'économie virtuelle, sur les marchés. Alors ça dépend, parce que par exemple, ExxonMobil n'est pas sur les marchés financiers, alors que BP est un des plus gros traders de la planète. Et l'activité trading de BP lui rapporte beaucoup. Alors, les réserves de pétrole, depuis le club de Rome, ça ne nous rajeunit pas, on dit sans arrêt, on ne va plus en avoir, il n'y a plus de réserves, et on a le sentiment que de décade en décade, il y a de nouvelles réserves, et qu'en fait, on peut durer longtemps avec ces réserves. Oui, l'un des derniers rapports du CERA, le Cambridge Energy Research Associate, dit « peak oil once more delayed ». Le peak oil, encore une fois, repoussé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup dans la presse, spécialement en France, c'était du peak oil qui est un V renversé, où on arrive à un point, puis hop, après ça décline. C'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut distinguer d'abord, il y a les réserves, en termes géologiques, en termes physiques, les réserves prouvées, récupérables aux conditions économiques et techniques d'aujourd'hui. Bon, ce qui est amusant, c'est qu'on a tendance à diviser ces réserves par la production annuelle, et d'obtenir un ratio. En 1973, au point de choc pétrolier, on disait le ratio est de 30 ans, et certains disaient en 30 ans, il n'y aura plus de pétrole. Aujourd'hui, il est de 46 ans. C'est-à-dire qu'on a fait des progrès techniques extraordinaires. On peut aller chercher du pétrole dans des zones auxquelles on ne pensait pas
il y a 10 ou 15 ans. Et donc, moi, j'ai pas de souci sur l'état des réserves. Ce qui m'inquiète plutôt dans l'équation offre-demande, c'est est-ce que les investissements vont se faire pour développer les réserves que l'on connaît. On recule sans arrêt la limite, mais va-t-on investir? Voilà. Et là, on tombe sur les problèmes de nationalisme pétrolier, de pays à risque, etc. Si je prends le cas de l'Irak, l'Irak produit à l'heure actuelle 2,5 millions de barils jour. Bon, en Irak, on a découvert des gisements que l'on a estimés, et l'Irak pourrait aller jusqu'à 7, 8, 9 millions de barils jour. Mais pour cela, il faudrait investir des dizaines de milliards de dollars, avec des temps de retour assez longs. Et donc, qui va aller investir ces dizaines de milliards de dollars en Irak? Les Chinois? Je ne suis pas sûr que ça suffise. Alors, on est dans une situation un petit peu particulière. L'accident de Fukushima, avec les effets sociopolitiques en chaîne, le pétrole qui est considéré comme un actif et avec l'immensité des liquidités, non pas de pétrole, mais monétaire, qui devient un élément de spéculation, le développement des pays émergents et en particulier de la Chine. Est-ce que tout ça ne va pas amener à une recomposition de la demande de pétrole dans le monde? Est-ce qu'on ne va pas avoir un nouveau mix Alors, la demande de pétrole dans le monde, c'est clair qu'on est maintenant dans un espèce de monde à deux vitesses. C'est-à-dire que dans les pays OCDE, notamment les États-Unis, on pense qu'on a atteint un pic de la demand, ce qui n'est pas la même chose que le pic oil. Un pic demand, c'est-à-dire qu'en 2007 ou 2008, la demande de produits pétroliers aux États-Unis aura atteint un maximum. On n'y reviendra plus jamais. Pour la combinaison d'effets prix et d'effets de substitution, etc., etc. En revanche, dans la partie non-OCDE, qui est le moteur de la croissance et de la dynamique historique actuelle, là, on a une demande galopante. Et une demande galopante qui peut être effrayante. J'ai fait un petit calcul. Si les Chinois étaient équipés en voitures comme nous le sommes en Europe, des voitures plutôt efficaces, ils consommeraient 17 millions de barils jour de carburant, c'est-à-dire c'est l'équivalent de toute la production du Moyen-Orient. Koweït, Iran, Irak, Arabie Saoudite, Émirats, c'est pas possible. Donc alors, on a là on va se heurter donc à un déséquilibre offre-demande lié en grande partie à la demande galopante des pays émergents. Alors, nouveau mix énergétique dans le monde, absolument indispensable. Les énergies renouvelables, quelle place elles peuvent prendre dans ce contexte? On dit que produire de l'électricité à partir des énergies renouvelables, on dit, je ne vais citer personne, ça coûte 100% plus cher ou 150% plus cher. Oui, les calculs économiques sont très difficiles à faire parce qu'on est dans un monde qui change beaucoup, un monde sur lequel il y a beaucoup d'incertitudes. Le prix du gaz, le prix du pétrole, le taux d'actualisation, les effets... Les taux d'intérêt jouent un grand jeu. Et les taux d'intérêt qui jouent un grand jeu puisque c'est l'étalement dans le temps des dépenses que l'on peut faire pour une source d'énergie donnée. Donc c'est le prix du temps. D'ailleurs, peut-être que le renouveau du nucléaire était lié au fait que les taux d'intérêt étaient et sont encore extrêmement bas. En partie, mais c'est seulement un des éléments. Si vous voulez, sur la comparaison du coût de l'électricité entre l'éolien, le nucléaire, le charbon, etc., il y a quand même deux éléments majeurs qui jouent. Trois éléments. C'est un, le prix évidemment des carburants, le prix du gaz, le prix du pétrole, etc. Deux, vous avez la contrainte carbone avec quel prix pour le carbone. Et trois, vous avez le taux d'actualisation que l'on prend. Et tout le débat britannique est lié à ces questions-là d'une façon très intelligente et très pragmatique. Alors peut-être que le débat britannique peut nous apporter quelques éléments de réponse pour la France. Qu'est-ce qui va se passer pour la France? Le nucléaire représente 75% de la production d'électricité? Oui. Alors pour le nucléaire, bon, on est en train de construire Flamanville, je ne pense pas que le chantier soit arrêté. L'ouverture de Penly ou d'un réacteur dans la vallée du Rhône me paraît, la décision ne sera pas prise avant longtemps. Je pense qu'il faut pousser davantage l'éolien parce que, certes, il est un peu plus cher que... Seulement un peu plus cher. Un peu plus cher. Là encore, les calculs sont compliqués. Mais moi, en tant qu'économiste, je dis, je suis prêt à payer plus cher en tant que consommateur pour développer un système qui soit soutenable à terme. Donc ça ne me gêne pas, le surcoût. Alors, il faut trouver quel est où on doit placer la barre. Alors le président Sarkozy avait annoncé la construction de 600 éoliennes en mer.
récemment, mais c'est une goutte d'eau, si j'ose dire. Écoutez, on voit dans des pays comme l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'éolien qui prend une part plus importante dans le mix énergétique. Nous, on est en retard. De quel ordre? Nous, on va arriver à... Attention, parce que dans l'éolien, il faut bien distinguer la production et la capacité installée. C'est pas la même chose. En Espagne, la capacité éolienne installée est aussi importante que la capacité nucléaire. La seule différence, c'est que le nucléaire peut produire 8000 heures par an et l'éolien, tout dépend du vent. Donc, bon. J'ai essayé de poser la question de savoir, est-ce que dans chaque pays, il y a un seuil physique et économique d'éolien que l'on pourrait viser et ne pas dépasser? Bon, c'est difficile d'avoir la réponse parce que les situations ne sont pas les mêmes, mais je dirais que si on arrive à avoir 10% ou 15% d'électricité à partir d'éolien, ça me paraît une bonne chose. Et vous savez que les 27 pays de l'Union se sont quand même engagés à ce que les renouvelables comptent pour 20% dans le bilan énergétique des 27 États d'ici 2020. Alors on a aussi le photovoltaïque. Oui, très cher. Très cher. Mais il faut envisager le solaire et l'éolien beaucoup presque dans une perspective de Grenelle de l'environnement. Et Grenelle de l'environnement, c'est pas seulement un truc français, c'est l'idée qu'il faut construire de nouvelles villes, de nouveaux quartiers, réhabilitation de l'existant, etc., qui soient beaucoup plus efficaces du point de vue énergétique. Et là, je vois émerger... Une diminution de la consommation d'énergie par une optimisation des bâtiments. Oui, et là, si vous voulez, il y a l'idée de voir émerger des espèces de systèmes énergétiques décentralisés dans lesquels on combine des ressources locales, de biomasse, des déchets, tous les digesteurs pour faire fonctionner les bus, etc., et pour alimenter du chauffage. On combine de l'éolien, du solaire, et puis on rajoute un peu de gaz ou d'électricité pour boucler, et on a ainsi des systèmes soutenables, décentralisés, et qui vont dans le sens d'une économie moins carbonée. Je sens que votre idée, c'est de dire il n'y a pas de solution miracle, oui. Il y a un ensemble de solutions qui chacune vont apporter leur petit apport. Voilà, et je crois là-dessus au rôle extrêmement important du dynamique des collectivités locales. L'Agence internationale de l'énergie a sorti il y a à peu près un an un bouquin sur Town and Cities and Renewable, le renouvelable dans les villes et les cités. Et le sous-titre de cette étude, c'est « Yes in my front yard ». Oui, je veux démontrer que j'ai des systèmes énergétiques soutenables par rapport au Not in my backyard qu'on nous bassinait depuis longtemps, qui avait d'ailleurs été remplacé depuis peu par le Banana, qui est très, très gênant, qui est le Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anybody. Et ça, c'est une espèce d'opposition à tout progrès technique, à toute évolution, entre les oiseaux des éoliens, entre les affreuses conséquences du gaz de schiste, etc. Bon, il n'y a pas d'énergie parfaite, il faut prendre des risques dans la vie. Alors finalement, en conclusion, si vous deviez formuler une politique énergétique pour la France, comment vous l'énonceriez? Alors moi, je dirais que d'ailleurs, ce sont des principes de politique énergétique assez générales, hein. Premier point, l'efficacité énergétique. Bon, on nous bassine beaucoup avec cette idée, on fait relativement peu de choses. Et là, sur l'efficacité énergétique, il y a manifestement un exemple à donner de la part des administrations, aussi bien centrales que locales, pour montrer que là, il y a un formidable gisement, à la fois économique et d'efficacité énergétique, et donc de réduction des émissions et des consommations. L'administration doit montrer l'exemple. Absolument. Et on n'est pas très très bien barré dans ce domaine-là. Enfin, dans une période de réduction des déficits, oui. Ça ne va pas être facile. Oui, sauf que c'est rentable. Mais l'investissement. Comme si vous êtes sur un budget communal, vous avez un poste qui est achat de fuel, et il n'y a pas un poste investissement pour économiser le fuel. Donc c'est un peu... La comptabilité des collectivités ou de l'administration n'est pas de nature à faciliter ça. Je vois l'exemple de Dauphine, qui est un monstre d'inefficacité énergétique. Certes, c'est un bâtiment qui a été construit à notre époque, avec d'autres objectifs. Ah bah oui. Donc, 1, efficacité énergétique. 2, je dirais diversité, mais diversité au sens à la fois... structure qui combine différentes technologies et différentes ressources, et aussi au niveau expérimentation.
on est à un moment dramatiquement complexe où l'équation changement climatique-énergie est un casse-tête pour gérer cela. Je crois beaucoup à l'expérimentation, souvent décentralisée, qui permet de développer des filières auxquelles on ne pense pas immédiatement, des filières auxquelles s'oppose l'establishment énergétique qui tient les commandes, et puis l'idée de mieux voir quels sont les coûts, avantages, inconvénients de chacune des technologies. Et là, je crois qu'il y a vraiment une place pour les entrepreneurs, pour des jeunes qui ont des idées et qui peuvent essayer de développer leurs idées. Je pense que là-dedans, il y a des idées à prendre pour domestiquer la demande. Et en fameuse période de peak demand, quand il fait très froid en décembre, on a besoin de plus d'électricité. Il y a deux solutions. Ou bien on agit sur l'offre et on va aller acheter de l'électricité produite dans des centrales allemandes polluantes à charbon ou à gaz, ou bien on réduit la demande. Et il y a des moyens pour le faire. Et du point de vue économiste, et avec ce problème énergie-climat, réduire la demande, c'est quand même beaucoup plus astucieux que d'aller faire tourner des turbines additionnelles. Donc pas de solution miracle, non. Diversifier les sources, oui. Expérimenter de nouvelles sources. Voilà. Jean-Marie Chevalier, merci. Merci.